Cette semaine, dans l'actualité de votre région. Un retour sur les 10 ans de l'organisme Vent d'Espoir. Pour moi, le plus grand défi, c'est le manque d'inhibition. C'est pas pour moi le besoin d'aide physique, parce que ça, c'est facile, ça s'apprend. Mais apprendre à intervenir avec quelqu'un qui est désinhibé, qui crée plein de beaux malaises, hein? L'émission de Martin Matt. Bienvenue à Babillard. Cela fait déjà 10 ans que l'organisme Vent d'Espoir offre un répit aux familles affectées par un traumatisme crânien. Nous nous sommes entretenus avec la fondatrice, Sylvie Boyer, qui nous révèle l'évolution de l'organisme au travers sa décennie d'existence, ainsi que son histoire personnelle remarquable qui l'a poussée à tout commencer. J'avais au début un jeune que j'avais, écoute, moi, Vent d'Espoir, là, ça a parti dans la chambre d'Angélique, au 2e étage de ma maison, là. On avait fait des tartes, puis des pâtés à dinde, puis des tourtières une année pour ramasser l'argent, pour être capable de payer notre avocat qui avait créé l'organisme et tout, acheter un petit ordinateur et tout. Puis j'avais embauché un jeune et lui, il avait proposé Source d'Espoir. Source. Et je me souviens plus avec qui j'en avais parlé, je pense que c'était avec Amélie. Elle avait dit, ouais, mais là, une source, des fois, ça fait lourd, c'est dur. Puis à un moment donné, on a parlé. Moi, j'étais, avant de décider de fonder Vent d'Espoir, j'étais très impliquée au niveau de l'UPA. J'étais sur le conseil d'administration du syndicat ici, local. Et je gérais plusieurs dossiers en même temps. J'ai quand même la parole facile puis beaucoup de connaissances, compétences. Alors, j'étais souvent, tiens, Sylvie, tu vas t'occuper de ça, tu vas être capable de défendre ça. Et dans le temps, il y avait le projet Quémont, ici, les éoliennes, qui était en train de se développer, qui a été mis en service en 2012, si ma mémoire est bonne. Et j'avais été désignée par l'UPA ici régionale pour représenter les producteurs agricoles sur le comité de suivi du projet éolien. Et quand j'ai pris la décision de fonder Vent d'Espoir, bien là, c'est sûr qu'il fallait que je laisse toutes mes autres obligations parce que je savais que ce serait gros. Puis je m'étais dit, il y a 3 ans, j'arrête l'UPA, j'arrête mes affaires pendant 3 ans, puis après ça, je vais recommencer. Ça fait 10 ans comme tu peux voir, puis je suis encore ici. Mais quand j'ai remis ma démission aux gens du comité de suivi, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que je parte, ils voulaient savoir pourquoi. Et là, c'est pour la première fois, parce qu'aujourd'hui, après 10 ans, je peux en parler ouvertement de notre situation familiale, de ce qui est arrivé, mais dans le temps, je n'étais pas capable. Je faisais que pleurer. J'étais vraiment pas capable. Mes deuils n'étaient pas complétés, tu sais, j'étais encore toute poignée avec ça. Donc, je n'étais pas capable d'en parler sans pleurer. Fait que c'était un sujet tabou, on n'en parlait pas, là, tu sais, les gens, j'en parlais pas. Et là, c'est ça, les gens du comité de suivi de Kruger m'ont demandé pourquoi vous quittez. Là, j'ai pas eu le choix, il fallait que je leur raconte mon histoire. Et là, ils ont dit non, OK, parfait, on accepte votre démission. Mais à partir de maintenant, là, vous pouvez compter sur nous. On va être là puis on va vous aider. Alors, c'est là que le source s'est changé en vent. Vent d'espoir. Ma réalité familiale, c'est sûr, puis ça l'a touché aussi beaucoup d'autres familles qui utilisent maintenant nos services. C'est qu'on a démarré en février 2017 un service d'activité de jour qu'on opère depuis, ça fera 8 ans là, en février. On est allé chercher le soutien du CISMO, le CIS ici de la Montérégie-Ouest. C'est eux qui nous aident au niveau du financement pour les employés pour donner les services. Alors, on a du financement pour accueillir 12 personnes par jour à raison de 3 jours par semaine. Alors, pour nos jeunes, bien, ça leur fait un endroit adapté, accessible, avec des activités spécialement pour eux qui leur permettent de briser l'isolement, de socialiser, de se faire des amis, d'avoir une vie, quoi, parce que c'est bien à la maison, là, mais quand tu es jeune, des fois, ça vient long. Parce que la plupart de nos participants, qu'on les appelle,
C'est soit des accidentés de la route comme mes enfants ou des gens aussi qui vivent avec une maladie dégénérative qui a été diagnostiquée à l'adolescence ou jeune adulte et que là, pour justement maintenir leur acquis le plus longtemps possible, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin de s'intégrer, d'avoir des projets de vie et tout. Puis, on en a aussi, parce que nous, c'est vraiment la déficience motrice, les services qu'on offre. C'est pas pour la déficience intellectuelle. On en a quelques-uns que c'est une déficience intellectuelle légère, que c'est de naissance, soit par manque d'oxygène à la naissance ou des spécificités comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment pour la déficience motrice. Il faut qu'il y ait un problème de mobilité ou ça peut être un problème de parole, mais tu sais, ça peut être compensé par des appareils techniques là, pour les aider à la parole. Mais c'est notre clientèle, 18 à 55 ans. Donc, ça apporte ça aux jeunes. Puis pour les familles, bien, c'est des journées de break, c'est des journées de répit. C'est quand même 18 heures de service qu'on donne par semaine, plus les transports. On offre aussi des transports depuis 3 ans. On a un chauffeur, puis on a des points de chute, parce que nous, les services, c'est pour l'ensemble de la Montérégie-Ouest. Alors, le lundi et le mardi, un point de chute à Beauharnois, puis après, il va à Saint-Constant. On offre le service de transport pour les emmener à nos activités. On est aussi ouvert le jeudi. Quand il y aura des demandes plus pour le jeudi, bien, on pourra aussi faire le transport pour le jeudi. Et aussi, ce que ça a changé, je t'avais dit tantôt qu'on n'était pas reconnus, nous, les proches aidants de nos enfants adultes, par la loi. Alors, ça fera 3 ans, là, en février 2025. Et depuis, le gouvernement a développé des budgets, déposé des budgets. Puis nous, depuis, on est dans la 2e année. On a déposé des projets et nos projets ont été retenus. 2 projets. Un projet pour organiser des soirées, des groupes d'entraide avec... Des fois, on fait venir les professionnels, soit pour parler de régime de protection, parce que la plupart de nos participants, ça leur prend un tuteur, hein, parce qu'ils ne sont pas complètement aptes à s'occuper de leurs choses, de leur personne. Alors, on fait des soirées de transmission de connaissances sur les régimes de protection, le mandat d'inaptitude, les fiducies testamentaires. Dernièrement, on en a fait, puis ça va continuer fin novembre, sur le deuil blanc. Les gens me disent, mais c'est quoi ça, le deuil blanc? Bien, le deuil blanc, c'est quand, comme mes enfants, comme mon conjoint, la personne est autonome, tout va bien, et du jour au lendemain, à cause d'un événement de la vie, bien, c'est plus la même personne. Alors, veut pas, la personne doit faire des deuils pour elle-même quand ils ont la capacité cognitive de le faire. Mais pour les familles aussi, hein, tu dois faire le deuil de ton enfant qui était parfait, qui avait un avenir, qui avait toute la chance de faire ce qu'il voulait de sa vie. Et là, tout à coup, paf, c'est plus le même. Il retombe un peu avec des besoins comme un enfant, de supervision. Alors, c'est beaucoup de deuil à faire pour les familles. Et c'est un peu la même chose que pour les proches aidants d'aînés, pour les gens qui développent la maladie d'Alzheimer. Les enfants doivent faire, ou le conjoint doit faire un deuil blanc. La personne n'est pas décédée, mais c'est plus du tout la même personne. Alors, on offre ce soutien-là, tout en faisant des soirées. Moi, je les appelle mes soirées de ventilation. C'est qu'on organise des soirées, on fait venir les proches aidants, puis là, on parle de ce qu'on vit au quotidien. Il y a toujours plein de sujets. Puis ça fait qu'on brise notre isolement, on se sent moins seul, puis des fois, on échange des trucs. « Ah oui, ça marche, t'as connu ça, t'as tel professionnel. » Tu sais, ça fait qu'on se sent moins seul. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai développé, que je voulais faire quelque chose, parce que je me suis sentie tellement longtemps tout seule à ne pas savoir où m'adresser pour avoir du soutien, pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide. Tu sais, on a amené ça dans la Montérégie-Ouest depuis 10 ans. Bien, la mission de Vent d'espoir, en fait, ça vient de mon histoire personnelle. C'est que moi, j'ai 2 enfants traumatisés crâniens suite à des accidents de la route. Ma première, c'était ma plus jeune, Angélique, qui, à l'âge de 9 ans, au retour de l'école, s'est fait frapper en descendant de l'autobus. Donc, elle a été 30 jours dans le coma et gardé de multiples séquelles là, au niveau physique et cognitif. Puis, 3 ans et demi plus tard, le père de mes enfants, Daniel, il a subi un méga AVC
on avait Sylvien Droit qu'on appelle, qui l'a laissé aussi lourdement handicapé au niveau physique et cognitif, mais qui était quand même assez autonome là, au niveau de la mobilité. Puis en mars 2007, c'était notre troisième enfant, Benjamin, qui était étudiant à ce moment-là à l'ITA de la Pocatière pour reprendre la ferme, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis aussi agricultrice. Je gère moins la ferme, mais c'est encore moi qui s'occupe de l'administration et tout ça. Et c'est ça, Benjamin étudiait pour reprendre la ferme avec mon fils aîné, Alexis. Et lors d'une sortie intercollégiale à l'ITA de la Pocatière, en revenant le samedi soir à l'hôtel pour se changer, pour aller fêter avec ses copains, en descendant de l'autobus, il a aussi été frappé par une auto. Alors, Benjamin, des trois, c'était, je l'appelle mon all dress, celui-là, 6 mois de coma, hémiparésique, hémiplégique presque, de tout son côté gauche, ataxique, beaucoup de tremblements à droite. Il n'a jamais été capable de recommencer à marcher, donc il est en fauteuil roulant motorisé. De multiples séquelles, beaucoup frontales là, au niveau de l'affectivité, de la désinhibition. Mais Benjamin a quand même tout. Il parle, il a beaucoup d'humour, il est vraiment une personne agréable. Mais ça demande quand même une présence 24/7. L'approche aidante, je connais ça depuis très longtemps. Et c'est ce qui a amené, à partir de 2007, c'était comme, j'étais déjà démunie parce qu'ils ont droit de la réadaptation. Angélique, elle a eu droit pendant jusqu'à 18 ans parce que c'était une enfant. Il y a beaucoup de services avant qu'il ait 18 ans pour les accidentés de la route. Après qu'ils ont 18 ans, bien là, c'est 2 ans. Après ça, c'est dans les mains de la famille. Et ce que je trouve déplorable au Québec, c'est que, étant donné que la Société d'assurance automobile, c'est un agent payeur, donc le réseau de la santé, après les 2 ans, ne prennent plus en charge tous les autres besoins. Alors, on reçoit de l'aide personnelle et c'est nous, les familles, qui devons trouver les services au privé. Évidemment, dans une région comme ici, c'est extrêmement difficile parce que ce sont des séquelles au niveau neurologique et les physiothérapeutes, tout ça, sont habitués de travailler au niveau musculo-squelettique, entre autres des tendinites, des fractures, des trucs comme ça. Quand on parle au niveau neurologique, ça demande beaucoup plus de connaissances, de compétences. Alors, c'est extrêmement difficile de trouver des services. Et c'est suite à toutes ces aventures-là que, en 2010, c'est sûr que j'ai ramené Benjamin à la maison. Il avait quand même été 1 an à l'hôpital. Je devais quand même m'occuper de leur père, de ma fille et tout. Et j'ai décidé de le ramener à la maison pour qu'il puisse bénéficier d'un minimum de réadaptation au CMR de Châteauguay. Mais après ça, il n'y a plus de service et c'est sûr que j'ai été épuisée là, physiquement, moralement. Alors, en 2010, j'ai pas eu le choix. J'ai dû commencer à faire la recherche de ressources pour l'héberger. Je ne savais pas qu'il n'y avait rien qui existait pour les jeunes. Il n'y a aucun service, même encore aujourd'hui. C'est les CHSLD ou depuis plus récemment les maisons alternatives, mais j'en entends un peu parler et c'est pas... les familles ne sont pas satisfaites de ce service-là, puis c'est un peu géré quand même comme les anciens CHSLD. Alors, c'est vraiment pas leur place, ils ne trouvent pas leur compte, ils se retrouvent complètement isolés socialement et ils perdent beaucoup de leur capacité. Alors, c'est ça, en 2013, j'ai commencé à en parler alentour de moi, entre autres avec la physiothérapeute à Benjamin qui venait faire ses traitements au CHSLD et c'est avec Amélie Racine que j'ai dit bon go, là, à partir de fin 2013, on y va, là, on fait quelque chose. J'avais un plan dans ma tête, puis j'ai pris la décision le 8 janvier 2014. Alors, on s'est rassemblé un conseil d'administration, des gens qui étaient touchés par le projet, des membres de famille. Puis Vent d'espoir a été fondé le 28 octobre 2014. Et depuis, c'est après 10 ans. On vient de fêter notre 10e anniversaire, là, le 19 octobre. Et on a un projet de développer là, de complexes multifonctionnels qui va comprendre 40 logements entièrement accessibles et adaptés, qui va inclure un centre d'activité de jour qu'on opère déjà ici depuis 7 ans, mais qu'on va déménager à l'intérieur du bâtiment de logement. Puis ça va inclure un atelier de cuisine, de menuiserie.
Et on va aussi avoir une salle de gym adaptée parce qu'ils ont besoin de bouger avec des équipements particuliers. Puis il va y avoir un bassin thérapeutique. Alors présentement, on serait prêt à lever la première pelletée de terre. Nos plans sont faits. Il nous reste à aller en appel d'offres pour un entrepreneur, mais vraiment tout le travail est fait. Le projet a été retenu à la SHQ cet été, après 4 dépôts sur plusieurs années. Parce qu'on innove, hein? C'est nouveau, ça ne s'est jamais fait de cette façon-là. Alors, il faut constamment faire d'éducation, défoncer des portes. C'est vraiment difficile. Présentement, on est en attente parce qu'il n'y a pas d'argent dans les enveloppes du gouvernement pour les projets, pour les clientèles particulières comme ça. Pour les proches, pour une personne traumatisée crânienne, pour moi, le plus grand défi, c'était comme ça avec Angélique au début. Avec le temps, ça s'est estompé. Pour Benjamin, c'est encore très présent et ça va demeurer. C'est le manque d'inhibition. C'est pas pour moi le besoin d'aide physique parce que ça, c'est facile. Ça s'apprend. Tu peux apprendre ça à n'importe quelle personne qui commence à venir travailler ici ou chez nous, là, dans nos maisons. Mais apprendre à intervenir avec quelqu'un qui est désinhibé, qui crée plein de beaux malaises, hein? L'émission de Martin Matt, la Fondation Martin Matt, toutes les familles comme moi, qui a du jour au lendemain un traumatisé crânien dans la famille, c'est notre réflexe. On va appeler la Fondation Martin Matt. Je les ai appelés en 2007, quand Benjamin a eu son accident, et il s'en rappelle. Parce que dans le temps, c'était Hélène Mire qui était la directrice générale. Maintenant, elle est sur le conseil d'administration de la Fondation Martin Matt. Et j'avais expliqué ma situation. Et il s'en rappelle parce qu'il a dit, ben non, ça se peut pas son deuxième, pas 2 dans la même famille. C'est ça, c'est pour ça qu'il se rappelle de moi. Et je les avais appelés pour savoir, parce que Benjamin était à l'hôpital, puis on m'avait dit, il va rester avec de lourds handicaps. Et moi, j'étais comme maman monoparentale. Là. Oui, mon conjoint était là, mais même lui demandait autant qu'Angélique puis Benjamin. Fait que j'avais comme 3 personnes. Et pour eux, ça faisait comme pas de sens que c'était clair que j'allais pas être capable de m'occuper de 3 personnes avec des besoins aussi importants en même temps. Tu sais, 24 heures par jour, c'est impossible une personne seule. Je parlais des beaux malaises. Quelqu'un qui est désinhibé. Ça peut être de la désinhibition sociale, ça peut être sexuelle, ça peut être affective. Il y a toutes sortes de désinhibitions. Et pour un jeune, je parle en bas de 50 ans, traumatisé crânien, il y en a qui sont parfaitement mobiles, là. Ça paraît pas. Ils vont marcher comme toi puis moi, ils vont être autonomes physiquement. Et là, à un moment donné, tu vas les rencontrer, puis ils vont se mettre à dire tout ce qui leur passe par la tête, à vouloir donner des poignées de main, à vouloir faire des câlins aux madames ou aux monsieur quand c'est une femme. Ça, c'est très, très, très malaisant pour les familles. Pour moi, c'est difficile de faire comprendre parce que tous les handicaps qu'on ne voit pas, qui sont cachés à l'intérieur du cerveau, les gens ne comprennent pas. Un handicap physique, tu as besoin d'une marchette, tu as besoin d'une canne, tu as un fauteuil roulant, c'est facile à comprendre. Mais quand c'est caché, qu'on ne voit pas, les gens ne comprennent pas. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, soit à des employés, soit à des personnes qui viennent donner un coup de main. Et surtout, comment ne pas prendre ce qui sort, personnellement, ne pas se sentir blessé, ne pas se sentir agressé, ne pas, parce que ces personnes-là, frontales, la plupart sont inaptes après. Donc, peuvent pas être tenues responsables de leurs actions, de leurs gestes qui sont parfois déplacés. Tout dépend à qui tu t'adresses, ça peut être bien pris ou mal pris, tu sais. Fait que c'est là que ça crée des beaux malaises. C'est difficile, plus qu'un handicap physique. Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation, autant du piéton, l'éduquer dès qu'ils sont petits. Hein? Il y en arrive beaucoup à cause des appareils technologiques, de ci, de ça. Il y a beaucoup de traumatismes crâniens aussi chez les jeunes hommes qui viennent d'avoir leur permis de conduire. C'est documenté. Le cerveau masculin
n'est pas capable d'appréhender le danger jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, ils ont leur permis à 17 ans. Hein? Puis dans la région ici, il n'y a pas de transport collectif, pas de transport en commun. On vit dans une grande région rurale agricole. On est chanceux, là, c'est les jardins du Québec. Mais dès qu'ils sont capables d'apprendre à conduire, bien, ils veulent étudier plus loin. Il n'y a pas de cégep proche ou d'école plus loin que le secondaire tout près. Alors, ça leur prend une auto. Alors, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'éducation par rapport à... C'est une arme que tu as dans les mains. Alors, il peut t'arriver un accident, tu peux cogner ta tête dans l'auto. Traumatisme crânien, ça peut arriver de toutes sortes de façons. Donc, les éduquer quand ils ont un auto dans les mains et les éduquer aussi pour quand tu es piéton. Tu sais, il y a les mêmes codes de la route que tu es piéton ou que tu conduis un auto. Ton arrêt, il faut que tu le fasses, il faut que tu vérifies s'il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est par l'éducation. Une fois qu'il est arrivé un événement, je pense au traumatisme crânien. Puis ça m'a été confirmé à plusieurs reprises quand j'ai des discussions avec la SAC, parce que chacun de mes enfants a un agent dédié à leur dossier. C'est que au Québec, c'est comme ça, on va toujours vers la facilité. Alors, la plupart des organismes qui œuvrent auprès des traumatisés crâniens vont vouloir s'occuper des TCC légers. Parce que tu as plusieurs catégories de traumatisme crânien. Tu as léger, modéré, sévère. Bien, Angélique, c'était sévère. Benjamin, c'était très sévère à récupération lente. Ça veut dire qu'ils vont garder énormément de séquelles. Alors, pour ces jeunes-là, ou plus âgés, qui ont des traumatismes graves, qui demandent plus, là, c'est comme décourageant. C'est comme je te disais tantôt. On ne sait pas comment intervenir, on ne sait pas quoi faire. Bon, on va s'occuper des TCC légers. Alors, si ça peut se rendre aux oreilles de la SAC, ce que je dis ce matin, il faudrait qu'eux fassent une distinction entre, OK, cet organisme-là va s'occuper des légers, mais eux s'occupent de tous les autres qui sont des laissés pour compte. Alors, ce serait bien qu'ils développent, des budgets et qu'ils reconnaissent l'expertise des organismes comme le nôtre. Parce que pour moi, en toute modestie, tu ne peux pas donner des services à ces personnes-là si tu n'es pas impliqué personnellement. Tu ne peux pas connaître tous les besoins, tu ne peux pas connaître toutes les particularités et c'est extrêmement difficile parce que avant de se faire frapper, là, on est tous des individus uniques. Hein? Après qu'on ait un traumatisme crânien, on reste quand même des individus uniques. Il n'y a pas un TCC qui est exactement comme l'autre. Ça dépend quelle partie du cerveau qui a été atteinte, ça dépend si la personne était droitière ou gauchère. Il y a plein de facteurs et nous, ici, on en aide beaucoup, là, et il n'y en a pas un. Hein? Ça reste comme toi puis moi. On est tous uniques et différents. Alors, c'est important, encore là, c'est l'éducation, de former le personnel dans les organismes, dans le réseau de la santé. Moi, c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai dû aller à l'urgence de Châteauguay parce que Benjamin, il y a eu toutes sortes de problèmes de santé, des opérations pour toutes sortes de raisons parce que, veux pas, le fait que tu n'es pas mobile, tu es toujours assis 24 heures par jour, bien là, tes organes, tout ça, ça ne fonctionne pas normalement. Fait qu'il a développé des pierres à vésicule biliaire, des pierres aux reins, des hernies, toutes sortes de choses. Alors, quand que je suis amenée à aller à l'hôpital, oh, on ne les connaît pas, eux, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment, tu sais. Pour un parent, là, c'est comme, c'est pas rassurant, hein? Tu t'en vas le mener à l'hôpital, qui sont supposés d'être capables de soigner et de répondre aux besoins de toute la population. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je remarque de plus en plus, dans les dernières années, on dirait qu'il y a maintenant comme un clivage qui se fait là, au niveau, là. La personne arrive, « Ah, lui est compliqué, pouvez-vous rester pour vous en occuper? On n'a pas l'expertise, on a... » Voyons donc, ça va être quoi tantôt, là? Tu sais, c'est un humain, il y a des besoins. Bien, comme je disais tantôt, la plupart du temps, à l'hôpital, c'est pour les transferts, des trucs comme ça. Vous avez des leviers, vous avez des préposés aux bénéficiaires, sont censés avoir les formations et connaître tous les appareils, toutes les façons de transférer une personne. Tu sais, on est confronté, en tant que proche aidant, à toutes sortes de situations comme ça, qui fait qu'ils nous ramènent que, bon, finalement, t'es peut-être mieux de t'arranger tout seul, finalement.
est à la recherche de membership. Ça coûte 20 $ par année. On a besoin de membres sympathisants. Si vous voulez faire du bénévolat, si vous voulez vous impliquer, vous voulez nous faire des dons, chaque dollar qu'on amasse depuis l'année passée, de plus qu'on a déjà, ça vient directement réduire notre hypothèque. Ça fait que nos paiements vont être moins élevés, ça va mettre moins de pression sur le conseil d'administration. Et on aimerait que le modèle de projet de Vent d'espoir et Pavillon Angélique et Benjamin, comme M. Carman m'a déjà dit, il faudrait que ça devienne le modèle pour cette clientèle-là, pour toutes les régions du Québec. Parce que ce qui est spécial de notre projet, qui ne s'est jamais fait, c'est que oui, il y a du logement, mais c'est tous les services que même ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un logement vont pouvoir venir utiliser, tant les proches aidants que les personnes qui ont besoin. Tu sais, une salle de gym adaptée, là, la plus proche est à Lucie-Bruneau, dans l'est de Montréal. C'est ça, le bassin thérapeutique, c'est la même chose. Alors oui, tu as des services le temps qu'ils sont en réadaptation, mais après, tu sais, on sort de la réadaptation, on a des beaux plans en ergothérapie, en physiothérapie, des trucs qu'il faut faire, mais je fais ça où? Tu sais, on ne peut pas, les familles, chacune dans notre maison, se bâtir un gym à 100 000 $, là. Là, on veut en faire un pour l'ensemble des gens qui ont besoin. Puis pourquoi pas une clientèle plus aînée? Là, moi, je l'ai déjà proposé, là. Tu te fais faire un changement de genou, de hanche. Les gens disent « Oui, mais là, j'ai pas eu de physio assez longtemps. » Bien, vous viendrez d'en faire chez Vent d'espoir, vous viendrez dans le bassin thérapeutique. Tu sais, ça va être un service pour l'ensemble de la population qui nécessite ces besoins-là de la Montérégie-Ouest. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour réécouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tu sais, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année.